Bien, mais bonsoir à tous pour cette première conférence de l'UPTC de l'année 2018. Alors moi je suis tout à fait ravie d'accueillir Eliane Le Dantec dans nos murs parce que déjà c'est une amie et c'est une universitaire reconnue et je dois dire que autant c'est la première fois qu'elle vient faire une conférence pour l'UPTC, autant elle n'est pas une inconnue dans ces lieux où elle est venue à plusieurs reprises pour souvent apporter ses lumières et ses compétences à des questions que nous débattions ici, des questions de société, des combats pour l'égalité, la justice sociale, parce que je crois qu'on peut dire aussi que Eliane est une femme engagée. Voilà. Alors elle est enseignante-chercheure à l'université de Perpignan et elle est docteure en sociologie du travail et de l'emploi. Ses recherches ont d'abord porté sur l'introduction de l'informatique et de l'automatique dans les industries de série, c'est-à-dire le textile, l'habillement, l'automobile, et leur incidence sur l'organisation et les conditions du travail. Ensuite, en tant que chercheur au Centre d'études de l'emploi, CNRS de Paris, elle a travaillé sur les enjeux de la mise en œuvre des politiques publiques de l'emploi. Je dis un peu parce que là, je veux vraiment être près de la vérité. RMI, contrat de qualification, CIFE et emploi jeune. Depuis son arrivée à l'université de Perpignan, ses investigations sociologiques ont notamment concerné la précarisation des trajectoires de vie, et chacun sait qu'à Perpignan, la précarisation, c'est bien connu, dans les activités de service à la personne et dans les quartiers réputés difficiles. Cela fait plusieurs années maintenant qu'avec Laurence Faure, qui devait co-animer cette conférence avec elle, mais qui pour des raisons personnelles n'a pas pu venir, mais Eliane vous dira qu'elles ont tout préparé en commun. Donc, avec Laurence Faure, Eliane Le Dantec mène des recherches dans les domaines de la sociologie des classes populaires, tout spécialement auprès des jeunes. Actuellement, elles enquêtent ensemble sur les trajectoires résidentielles des générations successives d'habitants du quartier du Moulin-à-Vent, Perpignan, de même que sur les recompositions sociales en cours de la population de celui-ci. Alors, le thème de la conférence de ce soir, je le rappelle, c'est l'entrée dans la vie adulte des jeunes des classes populaires et précarisation des trajectoires sociales. Et je dois dire qu'il a une résonance particulière dans notre ville et dans notre département, donc je suis sûre que son propos sera fort passionnant et la discussion également. Vas-y, Eliane, à toi. Merci. Donc tout d'abord, je voudrais excuser l'absence de ma collègue et amie Laurence Faure, qui, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être là aujourd'hui. Alors j'espère que ce que je vais dire seule sera à la hauteur de ce que nous aurions pu dire à deux. Quand on est à deux, c'est toujours un peu plus intéressant. Mais je vais quand même me lancer. Donc, il nous a semblé, à Laurence Faure et moi-même, que d'intervenir dans le cadre de l'Université populaire du travailleur catalan, c'était une bonne occasion de rendre compte des recherches que depuis plusieurs années maintenant, nous menons sur les jeunes des classes populaires. Et ça nous a paru intéressant parce qu'on pense que ces résultats de nos travaux peuvent aider à mieux appréhender pourquoi aujourd'hui il est aussi difficile de sensibiliser les jeunes classés dans les classes populaires à la question de la lutte contre les inégalités sociales alors qu'ils en sont tout particulièrement destinataires et victimes. Alors, nous avons essayé, quand nous les avons enquêtés, ça a duré sur plusieurs années, quand nous les avons enquêtés, nous avons essayé d'avoir une posture bien adaptée à l'écoute de ce qu'ils ont
de ce qu'ils avaient à nous dire, de leurs ressentis, sans les appréhender d'abord avec nos perceptions de membres des classes moyennes intellectuelles que nous sommes. Et nous pensons qu'en faisant cela, même si ce n'est pas toujours évident, nous avons pu accéder à une part de leur réalité, tant subjective qu'objective, de personnes placées au bas de l'échelle sociale et qui parfois n'arrivent même plus à avoir l'envie de penser, d'imaginer que le monde de demain pourrait être meilleur que celui d'aujourd'hui. Avant de vous présenter les résultats de nos travaux sur le moment de l'entrée dans la vie adulte de ces jeunes que nous avons classés, qui relèvent des classes populaires, il me paraît important de faire un point sur les enjeux économiques, culturels, sociaux, politiques de la notion de classe populaire et de la résonance qu'elle peut avoir dans la société française contemporaine. Alors pour faire cette approche générale de la notion de classe populaire, je laisserai de côté, même si c'est certainement très intéressant, mais je n'ai pas le temps de tout aborder, le fait que dans les discours, l'usage du mot populaire reste toujours entaché assez fortement d'un côté négatif, que ce soit d'emblée, ce côté soit d'emblée dans les propos des gens ou le soit à leur corps défendant. Et nous savons très bien que nous-mêmes, en tant que chercheurs, nous ne sommes pas toujours indemnes de percevoir peut-être le côté négatif au plan sémantique du vocable classe populaire. Nous avons en tous les cas essayé de nous en départir. Et il me paraît aussi intéressant de dire que depuis la décennie 1980, au moment où la crise la crise du système productif, de notre modèle productif commence à se mettre en place, eh bien, il faut reconnaître que dans les discours sociaux, mais aussi dans les discours scientifiques, la notion de classe populaire a connu une certaine désaffection, et d'ailleurs aussi la notion plus générale de classe sociale. Cela est très important à faire ressortir, et pour légitimer cette désaffection à l'égard de cette notion, eh bien, les discours en question ont mis en avant un certain nombre d'éléments comme la tertiarisation de la production, la consommation et les médias de masse, mais aussi les incitations gouvernementales pour l'accès des classes populaires à la propriété de leur appartement. Et ces discours qui ont critiqué la notion de classe populaire et au-delà la notion de classe sociale ont mis en avant la notion de moyennisation de la société. Il me semble, je ferai un point critique que je partage avec ma collègue Laurence et d'autres chercheurs qui travaillent sur les classes populaires. Nous récusons cette notion de moyennisation de la société, notamment parce que les commentaires qu'elle fait sur les évolutions de la société laissent tout à fait de côté le rapport social, le rapport de force sociale entre le capital et le travail, pour employer de grands mots, et notamment ces discours ont totalement laissé de côté que pendant les 30 Glorieuses, un certain nombre de transformations sociales, telles que la mise en place du salaire socialisé, l'élargissement de la scolarisation et aussi certaines conquêtes de droits des femmes, elles ont été facilitées justement parce que le rapport de force sociale était à cette période en faveur du monde du travail. De même, ces approches en termes de moyennisation de la société ont laissé de côté, pour parler de la décennie 90 et des décennies suivantes, que justement les phénomènes de précarisation, de chômage de masse étaient justement liés à un renversement du rapport de force sociale des 30 Glorieuses qui s'est renversé à nouveau en faveur du capital et qui a pour projet de remettre en cause toutes les conquêtes du monde populaire grâce à la mise en place du salaire socialisé. Donc ces remarques étant faites, je dirais aussi qu'il est très difficile aujourd'hui
Et il serait même présomptueux de proposer une définition complètement arrêtée de ce que sont les classes populaires, parce que si on met en perspective historique cette notion, en fait, on voit très bien que c'est une notion à géométrie variable. Mais ça n'empêche pas que pour donner une certaine consistance à mon propos, j'ai décidé de dire que je considérais que les classes populaires aujourd'hui comprenaient bien sûr les ouvriers et les employés, mais aussi les petits paysans, commerçants et artisans, bien sûr aussi les salariés titulaires ou non à faible qualification des services de l'État et des collectivités territoriales, et bien sûr aujourd'hui les bénéficiaires et allocataires des minima sociaux. En fait, toutes ces personnes, par-delà leurs différences évidentes, ont un point commun, elles sont toutes situées au bas de l'échelle sociale et disposent toutes de ressources financières plutôt très basses, voire très basses, et sont toutes plus ou moins à distance du capital culturel reconnu comme légitime dans notre société. Ces remarques étant faites, je dirais qu'à la suite de Olivier Schwartz, le sociologue qui est le plus en pointe, selon moi, pour définir les classes populaires, à la suite de Olivier Schwartz, nous considérons donc, Laurence Faure et moi-même, que la catégorie de classe populaire est très opérante, très pertinente pour rendre compte de la réalité d'une partie conséquente de la population française aujourd'hui. Cette notion de classe populaire est très pertinente parce qu'elle nous permet de rendre compte de deux processus que l'on doit prendre en compte quand on s'intéresse aux populations concernées. D'un côté, un processus d'amélioration de leurs conditions de vie qui a été permis par les conquêtes des années, tout particulièrement de la décennie 1960, et qui leur a permis d'être désenclavés et d'avoir des relations plus intenses avec les autres groupes de la société grâce à la scolarisation de masse et à travers aussi les médias et la culture diffusée par et le type de culture diffusée par ces médias. Mais d'un autre côté, et cela depuis la décennie 1980, de nombreux ménages, de nombreuses personnes classées dans les classes populaires connaissent des situations de précarité plus ou moins importantes. Donc on le voit très bien, parler des classes populaires aujourd'hui, c'est avoir toujours à l'esprit ces deux processus, l'un pour employer des grands mots que je reprends à Olivier Schwartz, d'extraversion et aussi de stigmatisation, et les deux éléments jouent ensemble. Cette situation, quand on s'intéresse tout particulièrement aux jeunes, comme nous l'avons fait, aux jeunes des classes populaires, nous amène à considérer que ces jeunes sont souvent à distance des discours politiques sur la composition sociale de notre société. Et il me paraît très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi c'est cela. Il en est ainsi. Il me semble qu'aujourd'hui, je terminerai ce point sur les classes populaires ainsi, il me semble qu'aujourd'hui, que l'on soit sociologue ou que l'on soit militant, syndicaliste, citoyen de gauche, à la différence de certaines personnes, notamment dans notre gouvernement, qui considèrent qu'il n'y aurait plus ni gauche ni droite. Personnellement, je considère qu'il y a une gauche et que ce serait très bien qu'elle reprenne politiquement du poil de la bête. Donc, cela, devoir considérer que les classes populaires sont une composante très importante de notre société, ça implique aux sociologues, d'une part, de tenir compte, c'est un des acquis certainement les plus importants de la sociologie des classes populaires depuis la fin des années 90, et c'est la difficulté de les analyser, c'est que dans notre société contemporaine, les classes populaires sont très hétérogènes. En effet,
quels sont les points de rencontre entre les classes populaires relativement stabilisées, celles qui sont précarisées, entre les classes populaires qui habitent dans les communes périurbaines dans un habitat individuel et celles qui habitent dans les HLM des cités, mais aussi entre les classes populaires dites françaises de souche, même si le mot est un peu problématique, j'en conviens, et les classes populaires issues de l'immigration. En effet, c'est très difficile de trouver un lien pour les analyser, mais aussi les militants politiques, les syndicalistes et les citoyens de gauche sont confrontés à cette hétérogénéité et notamment il me semble que les questions qu'ils se posent aujourd'hui, en tous les cas ceux qui se posent des questions parmi eux, les questions qu'ils se posent font que les réponses à trouver sont très difficiles, mais elles me semblent absolument nécessaires si l'on considère toujours que demain, dans nos sociétés, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Et je retiendrai notamment deux questions très importantes auxquelles me semblent aujourd'hui confrontés les discours sociaux de gauche. Première question, comment faire face à l'état d'éclatement et de division, tant sous l'angle des situations, des pratiques et des représentations dans lesquelles se trouvent les classes populaires aujourd'hui, et surtout peut-être quel discours proposer, quel discours mobilisateur, fédérateur proposer à ces classes populaires qui sont si diversifiées dans leur situation, leurs pratiques et leurs représentations. Et enfin, dernier point de ce point que j'ai fait, que je vous propose sur les classes populaires aujourd'hui, c'est qu'on doit en prendre acte. Les jeunes qui relèvent des classes populaires ont beaucoup de mal à comprendre les raisons structurelles qui participent à leur mise en échec dans la société. Et quand nous voyons dans les enquêtes, quand ils les perçoivent quelque peu, très vite, ils les ramènent à leur incompétence personnelle, notion d'incompétence qui est très à l'œuvre dans les discours médiatiques et qui ne présente aux jeunes la société que comme une lutte entre les gagnants et les perdants, et les gagnants et les perdants en général le sont tout à fait en dehors de leurs caractéristiques sociales. Donc il me semble qu'aujourd'hui, et c'est à Laurence Faure et moi-même, ce qui nous intéresse tout particulièrement au-delà de notre travail de chercheur, dans notre engagement politique et social, c'est de faire le constat que pour nombre de jeunes des classes populaires, notamment ceux que nous avons enquêtés, comme vous allez le voir, qui sont relativement diversifiés, et bien pour nombre de ces jeunes, aujourd'hui en l'état, on doit le regretter, mais il faut insister là-dessus. Pour eux, la politique ne leur est d'aucun secours pour penser leur présent et leur futur, et je me dis donc, et je pense que vous en serez probablement d'accord, tout l'enjeu c'est donc d'essayer de comprendre comment, en pensant bien les formes et les contenus, on peut faire en sorte que la politique puisse redevenir un véritable outil pour les jeunes des classes populaires de la société française contemporaine. Ces remarques générales étant faites, je voudrais donc maintenant vous présenter de manière synthétique les résultats des recherches que donc depuis quelques années je mène avec Laurence Faure sur les jeunes des classes populaires. Mais il me semble, c'est mon côté praticienne de la sociologie qui m'amène à faire cela, avant de présenter les résultats, de vous donner quelques informations sur la méthode d'enquête que nous avons utilisée. Alors nous utilisons toutes les deux, nous nous situons dans la sociologie dite qualitative. Nous ne rejetons pas bien sûr les démarches statistiques, nous nous y référons en permanence, mais notre propre travail de chercheur, nous le faisons en menant tout particulièrement des enquêtes par entretien, alors le jargon sociologique, par entretien semi-directif à dimension biographique, et accompagné par des observations directes sur le terrain. Donc là, nous allons vous rendre compte de deux enquêtes que nous menons depuis donc bientôt presque une dizaine d'années. La première enquête s'inscrit dans une recherche nationale financée par l'Agence nationale de la recherche,
Et nous avons toutes les deux, nous appartenons à une équipe beaucoup plus grande, mais toutes les deux, nous avons travaillé sur des jeunes de la mission qui sont inscrits à la mission locale de Perpignan et sur des jeunes qui fréquentaient une association d'aide au logement à Villeurbanne, près de Lyon. Et la seconde enquête que nous faisons librement, que nous avons décidé de faire toutes les deux sans... parce que nous habitons Perpignan, donc nous n'avons pas des frais de déplacement, que nous avons choisi de faire librement, donc comme l'a dit Nicole Gaspon, sur le moulin à vent, et parmi les jeunes, les personnes que nous avons rencontrées, il y a des jeunes qui habitent ce quartier, qui est particulièrement intéressant à nos yeux, parce que ce quartier s'est créé au tournant des années 50-60. Alors tout le monde a dans l'esprit que c'est l'arrivée des populations rapatriées qui ont enclenché la création du moulin à vent. Elles sont bien sûr arrivées à ce moment-là, mais l'élément important à faire ressortir, c'est que le quartier du moulin à vent, au regard de la politique nationale de reconstruction des logements en France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc le moulin à vent a été créé pour faciliter l'accès à la propriété de leur logement pour les classes populaires, et évidemment surtout depuis le tournant des décennies 1990 et 2000, dans la population du moulin à vent, la part des locataires connaît une importante progression, et notamment des locataires en situation de vulnérabilité économique, et parmi ces personnes en situation de vulnérabilité économique, il y a beaucoup de jeunes que nous avons rencontrés, une partie d'entre eux. Alors, ces enquêtes qualitatives que nous avons réalisées, nous les avons, j'en parlerai pas ici pour pas vous assommer avec des chiffres, c'est jamais très intéressant, c'est un peu rébarbatif dans une conférence, mais nous les avons mis en résonance avec une succession d'enquêtes statistiques sur des grands panels de jeunes, près de 20 000 jeunes à chaque fois sur toute la France, faites par l'INSEE et la DEPP, la Direction des études de la prospective et de la performance. Alors, on pose problème, mais ça s'appelle comme ça, de l'éducation nationale, et on voit très bien que nos enquêtes qualitatives qui rentrent dans le ressenti de ces jeunes, dans leur perception sur le monde actuel, le monde dans lequel ils vivent, elles sont très, très en lien avec ces grandes enquêtes statistiques. Et ça nous a confortés dans notre travail. D'une manière générale, notre travail donc vient confirmer que parmi les jeunes qui sont nés dans les 2 dernières décennies du XXe siècle, et quelques-uns qui approchent 18 ans, qui sont nés donc au tout début du XXIe siècle, eh bien c'est une donnée qui est corroborée par toute une série de recherches qui ne sont pas forcément dans nos perspectives théoriques et engagées. Et toutes ces recherches montrent que d'une manière générale, l'accès des jeunes en France aujourd'hui à l'âge adulte s'est fortement complexifié, est devenu plus difficile, et c'est surtout devenu une période qui s'est assez considérablement allongée. Et notre enquête montre cela assez bien, notamment elle montre, et c'est une des thèses que nous défendons, que ces jeunes connaissent par rapport à leurs parents qui relèvent des classes populaires stabilisées, connaissent un déclassement. Et nous avons aussi rencontré des jeunes, des classes moyennes, qui, en raison de leurs difficultés durables à accéder à l'emploi, se retrouvent au moins temporairement dans des situations économiques qui les rapprochent objectivement des jeunes des classes populaires, même si subjectivement ils ne souhaitent pas être rattachés au groupe des classes populaires. Donc, pour rendre compte plus précisément des résultats de notre travail, la meilleure façon que nous avons trouvée avec Laurence Faure, dont je vais vous rendre ici compte de manière synthétique, c'est que nous avons établi une typologie de ces jeunes. En sociologie, quand on fait des enquêtes qualitatives, établir des typologies, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un très bon moyen. Et donc,
Parmi les jeunes que nous avons enquêtés, dont la majorité ont des parents qui sont classés objectivement dans les classes populaires, telles que je les ai définis, et une partie qui sont classés dans les classes moyennes et connaissent une situation de déclassement, on les a regroupés en 3 types par rapport à leur situation résidentielle, parce que quand on s'intéresse à l'accès à la vie adulte des jeunes, le critère de situation résidentielle, notamment l'indépendance résidentielle par rapport à la famille, est un élément important, avec l'accès à l'activité professionnelle et la mise en couple, voire pour certains l'entrée dans la parentalité. Nous nous sommes focalisés, mais les autres éléments interviendront dans mon propos, sur la situation résidentielle, parce que tous ces jeunes, étant confrontés durablement à des grandes difficultés d'insertion à l'emploi, connaissent aussi des difficultés pour être indépendants au plan résidentiel. Donc, pour rendre compte j'ai oublié de vous nommer les 3 archétypes. Donc, nous avons des jeunes que nous avons classés. Alors, les noms des archétypes, c'est nous qui les avons choisis en essayant qu'ils soient au plus près au terrain de la parole et des éléments que nous avons recueillis. Donc, un premier groupe relève de ce que nous avons appelé la décohabitation protégée. Un second groupe que nous avons qualifié de décohabitation non protégée, et un 3e groupe où c'est de la cohabitation de nécessité. Les jeunes n'ont pas d'autre choix que de rester vivre avec leurs parents. Alors, pour rendre compte de ces 3 formes archétypes, à chaque fois, je ne le rappellerai pas en vous les présentant, mais ayez présent à l'esprit qu'il y a 3 thèmes qui m'ont paru importants pour les présenter. Tout d'abord, nous les distinguons en fonction de la situation économique et sociale de leurs parents, qui a des incidences sur le type de soutien matériel ou affectif qu'ils peuvent accorder à leurs enfants. C'est un élément très important. Deuxième élément, ces jeunes se différencient bien sûr par leur situation en termes de niveau de diplôme, par leur situation au regard de l'emploi toujours très difficile, mais aussi tout particulièrement, et c'est peut-être des résultats un peu novateurs de notre travail, que nous avons pu mettre en avant dans des publications de la communauté scientifique, c'est que ces jeunes se différencient assez fortement en fonction du sexe et en fonction de leur appartenance ou non à des populations racisées. Donc, je vais essayer de vous présenter successivement chacun des archétypes que nous avons identifiés et qui sont corroborés par des données statistiques que je ne vous présenterai pas ici, mais que vous pourrez consulter dans nos articles ou sur le site de la revue, notamment Sociologie, qui a mis des annexes avec toutes ces données statistiques. Donc, je vais d'abord vous parler de la décohabitation protégée. Alors là, parmi notre corpus de jeunes à qui nous avons soumis des entretiens semi-directifs et qui ont eu la gentillesse d'accepter de prendre part à notre enquête et de se laisser aller à s'épancher sur leur existence, pas toujours facile, loin s'en faut. Alors, les jeunes qui relèvent de la cohabitation, de la décohabitation protégée, ils sont un peu plus âgés que la moyenne des jeunes de notre corpus, puisque certains d'entre eux atteignent la trentaine, voire la dépassent de 1 ou 2 ans, et sous cet angle, ils sont en dehors de la définition institutionnelle telle que l'utilise l'INSEE pour définir la jeunesse, mais on sait en tant que sociologue que la précarisation de l'emploi conduit de fait à un allongement de la jeunesse, et très souvent aujourd'hui on considère comme jeune pas seulement, comme c'est le cas institutionnellement, les 16-25 ans, mais aussi les 16-30 ans, voire jusqu'à parfois 32-33 ans. Donc là, dans cette catégorie, on a des jeunes qui sont un peu plus âgés que les autres, et ce sont aussi des jeunes dont leurs parents sont tous membres des classes populaires relativement stabilisées, c'est-à-dire que leurs parents ont eu une vie professionnelle sur des emplois stables,
est souvent un peu plus qualifié que ceux des autres jeunes enquêtés. Parfois, c'est là qu'on trouve les parents issus des classes moyennes et on peut trouver notamment des professeurs agrégés dont les enfants connaissent en tous les cas temporairement un certain déclassement parce qu'ils n'arrivent pas à un âge avancé, malgré des diplômes parfois, à s'insérer professionnellement. Et c'est aussi dans ce groupe où on trouve au niveau de la situation résidentielle, tous les parents qui sont propriétaires de leur habitat, de leur résidence principale, mais aussi on va voir que c'est un élément assez important là, qui sont en plus de leur résidence principale, qu'ils soient issus des classes populaires ou des classes moyennes, eh bien ils ont souvent un second appartement. Alors dans ce groupe de jeunes, on a repéré deux configurations. Une configuration qui comprend des jeunes hommes et des jeunes femmes qui bénéficient justement pour pouvoir faire face à leurs difficultés d'insertion professionnelle d'un second appartement que leurs parents ou leurs collatéraux, des oncles et des tantes, peuvent mettre à leur disposition pour venir contrebalancer le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir une indépendance, une insertion professionnelle qui leur assure des revenus réguliers. Alors là, il est intéressant de noter que ces jeunes, sans insertion professionnelle, sans revenus conséquents et réguliers, alors qu'ils ont des petits boulots avec de nombreuses phases de chômage, ou que pour certains d'entre eux, ils sont sans emploi depuis 3 ans, voire 4 ans, et donc quand ils ont dépassé 25 ans, peuvent être allocataires du RSA, eh bien le fait d'être logés gratuitement ou avec un loyer très modique, quand c'est des collatéraux, eh bien ils ont une certaine indépendance résidentielle, sans autonomie financière, certes, mais qui leur permet de pouvoir souffler un peu, d'être moins angoissés pour faire face à leur non-insertion sociale et professionnelle. Il est intéressant là de noter, et c'est un des points importants que notre recherche a fait ressortir, c'est l'enjeu de la possession d'un patrimoine immobilier au-delà de sa résidence principale, qui devient là, en situation de crise de l'emploi pour la jeunesse, un facteur très sécurisant pour certaines familles qui trouvent là une solution pour aider à la difficile insertion professionnelle de leurs enfants et à leur entrée dans une vie de couple autonome et éventuellement dans la parentalité. Je précise cet aspect parce que c'est dans ce groupe que l'on trouve des jeunes, filles ou hommes ou femmes, des jeunes hommes ou femmes qui en raison de leur situation difficile, retardent leur mise en couple et leur entrée dans la parentalité. Le deuxième groupe qui est concerné par la décohabitation protégée concerne uniquement des jeunes femmes qui ont pour la plupart issues françaises de souche, avec plein de guillemets, ou issues des communautés maghrébines, et qui toutes ont, pour la plupart d'entre elles, sont diplômées, soit de l'enseignement professionnel ou de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'elles vont au moins jusqu'à la licence, et certaines ont déjà démarré un master. Ces jeunes femmes nous ont particulièrement intéressés parce qu'elles réussissent à articuler le modèle d'entrée dans la vie adulte des classes traditionnelles dans les classes populaires, parce qu'elles le font en se mettant en couple. Elles sont toutes en couple et elles articulent cette forme d'entrée traditionnelle dans les milieux populaires pour la mise en couple au modèle de vie étudiant, et elles articulent donc ces deux façons d'entrer dans la vie adulte, et on peut dire qu'elles vivent avec leurs compagnons, avec des budgets qui sont très étroits, puisque les budgets sont constitués de leurs revenus de boulot étudiant, et parfois complétés par une bourse d'études.
et aussi donc du revenu de leur compagnon qui en général n'est pas diplômé. Et là, on aura un autre aspect très intéressant de notre étude parce que des jeunes qui sont tous issus de classes populaires se mettent en couple avec les jeunes hommes qui ne sont pas du tout diplômés et les jeunes femmes qui le sont plutôt. Donc, leurs compagnons ne sont pas diplômés ou ont donc des diplômes professionnels, CAP ou BEP, et occupent tous des emplois précaires, très peu rémunérés, sur des postes peu qualifiés et se retrouvent parfois sans emploi, ce qui ponctuellement réduit les revenus du couple. Et on peut dire que les parents ici, à la différence de ceux du premier groupe, n'aident jamais financièrement leurs enfants systématiquement pour payer le loyer, mais ils les aident sous différentes formes, par des prêts d'argent ou des dons d'argent irréguliers, et par des aides en nature, tout particulièrement de nourriture, puisque comme nous l'ont dit dans l'enquête ces jeunes femmes, quand elles vont chez les parents, les leurs ou ceux de leurs compagnons, elles reviennent toujours chargées de victuailles pour assurer la nourriture tout au long de la semaine. Ces jeunes femmes nous ont paru particulièrement intéressantes dans notre corpus, parce que pour reprendre le vocable de Frédéric Lordon, que tous vous devez connaître, elle développe un affect de la volonté qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'elles sont très dynamiques, elles sont convaincues qu'à force de volonté, qu'en surmontant au quotidien les difficultés financières, elles finiront par s'en sortir, qu'elles finiront par avoir un emploi en conformité avec leur diplôme, tout en sachant que peut-être ce ne sera pas le cas. Et il est intéressant de noter aussi, dans cette configuration de la décohabitation protégée, c'est qu'en tous les cas, dans les discours que nous avons pu recueillir, et là aussi c'est nouveau dans les classes populaires, leurs compagnons, donc qui sont très à distance de leur formation scolaire et de leur univers professionnel probable, eh bien, ont tenu un discours en disant c'est bien qu'elle continue ses études, je la soutiens, je veux qu'elle ait un bon métier. C'est ce qui est transparu très fortement. Et ces jeunes garçons, compagnons de ces jeunes femmes, des cohabitantes protégées pour partie, par le soutien de leur famille, eh bien, ils se rapprochent des cohabitants de nécessité. Donc voilà pour ce premier groupe, cette première forme archétype. La seconde forme archétype, la décohabitation non protégée. Alors c'est là que, en tant que sociologue certes, mais en tant que femme enquêtant, on a été confronté et très touché par des situations de vie extrêmement difficiles et on a été très surprise. Et notamment, on s'est trouvé à l'encontre de tous les discours sur ces jeunes qui, excusez mon langage, qui foutent rien, qui s'en fichent de tout. On est tombé sur des jeunes, franchement, ce à quoi ils font face, on s'est demandé avec Laurent si nous-mêmes, on serait capable d'y faire face. Donc ce sont des jeunes qui ont entre 17 et 26 ans, donc un peu plus jeunes que les précédents, et qui peuvent être diplômés, mais pour la grande partie d'entre eux qui sont très peu diplômés et qui appartiennent tous à des familles populaires à des familles populaires très précarisées, puisqu'on peut dire que leurs parents, là on s'est cru dans Émile Zola ou dans Eugène Sue, parce que leurs parents appartiennent tous aux franges les plus précarisées des classes populaires, des mères seules, abandonnées, ayant été victimes de violences intrafamiliales de la part de leurs compagnons qui ont élevé seuls leurs enfants, que nous avons enquêtés avec les minima sociaux, des pères qui sont chômeurs de longue durée depuis des années, allocataires du RMA, du RSA, allocataires du RSA, et qui sont addicts à différentes drogues, et pour certains de ces jeunes qui ont des pères en prison. Donc on voit un petit peu le cadre dans lequel évoluent ces jeunes. Tous les parents de ces jeunes, au moment de l'enquête, sont donc soit allocataires du RSA, soit chômeurs de longue durée.
et habitent tous, sont tous locataires, et c'est dans ce groupe que l'on trouve des locataires essentiellement du parc HLM. Ces jeunes nous ont particulièrement intéressés donc par leur courage face à l'adversité, aux difficultés qu'ils affrontent au quotidien, de manière souvent seule, dans une grande solitude, à part les aides bien sûr que peuvent leur apporter en fonction de leurs possibilités professionnelles, tout le secteur de l'intervention et du travail social. Donc là, on peut faire ressortir que ces jeunes qui ont pour point commun d'être dans une très grande précarité objective et dans une grande solitude du point de vue subjectif, qu'ils se différencient d'une part là aussi selon le sexe, mais ils se différencient aussi très fortement selon qu'ils soient des héritiers des classes populaires et de la précarité, ou selon qu'ils appartiennent à des familles de classe moyenne et qu'ils sont en déclassement et que leurs familles de classe moyenne ne les soutiennent pas. Donc ce qui les différencie selon le sexe, là encore, quand on s'intéresse aux jeunes femmes qui sont dans ces situations très difficiles, eh bien on s'aperçoit qu'elles aussi développent un affect de la volonté particulièrement fort, et on peut dire que paradoxalement, elles sont très aidées en cela par le fait que toutes, et c'est un peu le hasard de notre corpus, ou est-ce autant que ça le hasard, mais en tout cas ce fut le cas, toutes sont déjà mères, au moins d'un enfant, parfois de deux, ou alors au moment de l'enquête elles étaient enceintes, ou alors elles avaient la responsabilité d'un jeune frère ou d'une jeune sœur. Et donc cette responsabilité lourde à laquelle, alors qu'elles sont dans des situations très difficiles, elles sont confrontées, eh bien les ont socialisées à une sorte de responsabilité d'adulte à l'égard d'autrui qu'elles assument au quotidien tant qu'elles le peuvent. En fait, elles bénéficient paradoxalement d'un changement dans leur manière d'affronter les difficultés qui est lié à leur socialisation à la parentalité ou à l'aide à des membres de leur fratrie. Les jeunes garçons, les jeunes hommes qui appartiennent à ce groupe sont très différents des jeunes femmes parce que eux, ils se trouvent totalement démunis, que ce soit objectivement ou subjectivement. Objectivement, à la place des jeunes femmes de ce groupe, par exemple, comme ils ont moins de 25 ans, ils ne peuvent pas bénéficier d'un revenu social, ils ne bénéficient pas évidemment d'allocations pour quand on est jeune parent ou de congés maternité, etc., qui paradoxalement, même si c'est des faibles revenus, aident les jeunes femmes. Donc ils sont très démunis au plan financier, et comme ils ne sont absolument pas soutenus par leur famille, leurs conditions de résidence sont très difficiles. Ces jeunes hommes, pour une partie conséquente d'entre eux, je dirais, j'ai plus le chiffre en tête, mais je dirais très proche de la moitié, ont déjà connu la rue, donc ont été à un moment de leur parcours SDF, et s'ils ne développent pas le même ethos, la même confiance, le même affect de la volonté de s'en sortir, comme les jeunes femmes, en tous les cas, ils essayent, comme ils nous l'ont dit, et je vais reprendre plusieurs fois les propos de ces jeunes hommes parce qu'ils nous ont beaucoup marqués, ils essayent de tenir la face, de garder la face comme ils le disent, et notamment, on a le souvenir d'un jeune homme particulièrement sympathique qui est arrivé, j'ai envie de raconter aussi la manière dont on vit les enquêtes, qui est arrivé devant nous sans qu'on lui demande rien, nous a dit « je vous préviens, je sors de prison depuis hier », donc il venait de sortir de prison, et on l'a rencontré il était très jeune, dans les locaux de la mission locale, et c'est lui qui a voulu, on lui a fait bonne impression, qui a voulu que nous l'enquêtions, et plusieurs fois,
comme on travaille sur les discours et les perceptions, les représentations de leurs pratiques qu'ils mettent dans ces discours. Plusieurs fois, il est revenu à la charte en nous disant « moi, je vais faire ma route tout seul, je vais m'en sortir tout seul ». Et un autre jeune homme qui nous a aussi beaucoup touchés, qui lui a été SDF pendant presque une année et qui nous a dit que pendant qu'il était SDF, toute sa préoccupation 24 heures sur 24, c'était de donner à voir aux gens que justement il n'était pas SDF, et comme il le dit, je faisais tout pour pas paraître l'être, et je m'habillais bien, et ce qui nous a beaucoup touché, c'est qu'il nous a ajouté, je me lavais les dents tous les jours. Et là, je trouve que tout est mis. Alors comme j'adore les romans qui parlent des classes populaires, dans ma petite tête, quand il nous a dit ça, et ensuite on en a parlé avec ma collègue, parce qu'après les moments d'entretien ça suscite beaucoup de commentaires entre nous, j'ai tout de suite pensé au roman de Jack London, Martin Eden, au moment où Martin Eden décide de manière autodidacte et presque dans une folie rationnelle de s'emparer du savoir. Une des premières choses qu'il va faire avant de se jeter sur les livres, eh bien, c'est d'aller s'acheter du matériel pour les ongles. Et notre jeune homme de 2015, on a fait l'enquête en 2015, qui veut se laver les dents tous les jours, et Martin Eden qui va s'acheter du matériel pour les ongles avant de rentrer dans ce qui est légitime, eh bien, ça montre bien le lien qui s'est instauré au XIXe siècle quand on parlait des classes populaires, une lecture hygiéniste de ces classes populaires qui étaient sales, enfin étaient perçues comme ça. Il fallait des médecins, des travailleurs sociaux, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, pour les remettre dans les droits chemins de la propreté. Et on voit comment, de génération en génération, le fait d'être perçu dans sa conscience de classe, comme des gens sales, eh bien ça réapparaît là chez ces jeunes qui sont très attentifs à cela. Donc très différents selon le sexe, mais aussi parmi ces jeunes concernés par la décohabitation non protégée, le fait qu'ils soient des héritiers de la précarité ou des non-héritiers issus des classes moyennes, eh bien là aussi on voit des différences. Pour ceux qui sont héritiers de la précarité, eh bien ils vivent leur situation comme une destinée sociale à laquelle ils ont beaucoup de mal à échapper, même s'ils veulent croire que peut-être ça sera possible. Alors que les jeunes qui connaissent cette situation de déclassement, de grandes difficultés économiques, alors qu'ils sont issus des classes moyennes, non soutenus par leurs parents, eh bien eux, ils ont à cœur en permanence de dire oui, je suis dans la difficulté financière, mais je ne suis pas un membre des classes populaires. Ils ont ce besoin d'échapper à cette destinée qui pour eux, j'emploie ce mot peut-être un peu fort et j'y mets des difficultés qui est repoussoir, et ils identifient un peu classe populaire avec underclass, vraiment les plus au bas des classes populaires. Donc là, il y a chez ces jeunes une crainte très forte d'être par la durée de leur extrême précarité économique, eh bien, d'être gagné un jour par les manières d'être, les affects, l'éthos des classes populaires qu'ils considèrent comme très défavorables. Je vais maintenant présenter rapidement le troisième groupe de jeunes, donc qu'on a appelé la cohabitation de nécessité. Alors là, ce sont des jeunes qui ont entre 17 et 24 ans et qui n'ont d'autre solution alors qu'ils rentrent dans la vie adulte que de continuer à habiter chez leurs parents. Tous leurs parents appartiennent aux classes populaires relativement stabilisées, qui ont eu, même si c'est des petits emplois, entre guillemets, comme ils le disent eux-mêmes, qui ont eu une sécurité de l'emploi tout au long de leur vie professionnelle, et avec de faibles revenus, mais stables. Et tous leurs parents sont locataires, il n'y a aucun propriétaire, ils sont locataires soit dans le secteur privé ou dans le secteur HLM, dans le secteur social. Alors, parmi ces jeunes, on peut en repérer là aussi deux groupes.
Un premier groupe qui est très travaillé par une norme très, très importante dans la société contemporaine. Ils sont très travaillés par la norme de l'autonomie personnelle. Et un second groupe, au contraire, qui reste très attaché à la solidarité intrafamiliale de classe au sein des classes populaires. Alors les premiers sont très marqués, très gênés par le fait d'être dépendants de leur famille. Comme ils nous l'ont dit très souvent, on sait qu'on est un poids pour nos parents et tant qu'ils le peuvent, qu'ils ont quelques revenus, eh bien, ils contribuent à la marche de la maisonnée familiale et quand ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent plus le faire, c'est pour eux une situation très difficile. En fait, là aussi, les jeunes hommes et les jeunes femmes ont des comportements et des manières d'appréhender leur situation de cohabitation de nécessité très différemment. On a repéré que les jeunes femmes établissent un séquençage dans leur manière d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'elles disent on doit d'abord s'insérer professionnellement pour avoir une indépendance économique, on verra ensuite pour notre mise en couple et l'entrée dans la parentalité. Alors que les jeunes hommes n'ont pas du tout cette exigence et ce qui nous a beaucoup marqué alors qu'ils sont très jeunes, c'est là qu'on a trouvé les plus jeunes de notre corpus, ils ont entre 17 et 20 ans, ces jeunes garçons. Eh bien, ils vivent tous en couple chez leurs parents avec leurs compagnes. Voilà, ça nous a énormément frappés et leurs parents sont très inquiets par la situation, mais ils ont un comportement de grande bienveillance à l'égard du jeune couple et on peut citer l'exemple très touchant d'un jeune garçon donc, qui avait 17 ans, qui vivait avec sa compagne de 16 ans, toujours elle scolarisée, chez les parents du garçon et qui nous disait mes parents ils sont super sympas, comme leur appartement HLM il n'est pas trop petit, ils nous ont donné une pièce bien à nous et on s'est constitué un petit studio où on a une part d'indépendance. Alors, les jeunes garçons et les jeunes femmes ne sont pas seulement différents sous cet angle, ils sont aussi, et ça aussi ça a particulièrement intéressé de notre travail, ils sont aussi très différents en étant cohabitants de nécessité pour penser leur avenir. Les jeunes femmes, même si elles savent quelque part que peut-être les emplois qu'elles auront seront précaires, seront des emplois à temps partiel mal rémunérés, et bien tous continuent à rester très attachés à un idéal de vie adulte où en tant que femmes, elles auront une activité professionnelle et leur objectif c'est de faire tout leur possible pour ne pas déchoir socialement, pour ne pas avoir de déclassement par rapport à la position relativement stabilisée de leurs parents de famille populaire. Elles veulent à tout prix reproduire la situation de leurs parents. Les jeunes hommes, quant à eux, eh bien, et c'est quelque chose quand même qui est très frappant quand on s'intéresse aux rapports traditionnels entre hommes et femmes, ces jeunes garçons ont déjà fortement intériorisé qu'ils seront déclassés par rapport à la situation relativement stabilisée de leurs parents et que leur vie, comme ils nous l'ont dit, ce sera la précarité ou le RSA. Et ils nous ont dit aussi qu'ils ne se font peu d'illusions quant à avoir une situation de travail intéressante et que donc pour eux, et là aussi c'est quand même très intéressant, du coup ce qui leur importe c'est de réussir leur vie de couple et de famille et ils ont beaucoup insisté que pour s'en sortir malgré tout avec leur compagne, eh bien ils mettent en commun, ils gèrent cela du mieux qu'ils peuvent, les revenus minimes quand ils ont des activités temporaires de travail ou ceux de leur compagne, quand elle aussi a des activités temporaires, et leurs minima sociaux, et ils remarquent qu'ils savent, ils se doutent que dans l'avenir, comme leur compagne est toujours mieux diplômée qu'eux, elle a un diplôme professionnel, ou elle démarrera des études supérieures, et bien que certainement dans leur vie de couple, les revenus de leur compagne, même si parfois ils seront précaires, ils seront pourvoyeurs en principal, assez souvent des revenus du ménage. Et là, c'est quand même quelque chose de très intéressant quand on s'intéresse au rapport de sexe dans les classes populaires. Donc je vais terminer
J'en ai un deuxième groupe très important que j'allais oublier, pour lequel je vais être très rapide. Parmi ces jeunes, des cohabitants de nécessité, on a un autre groupe composé essentiellement par des jeunes garçons issus des communautés maghrébines. Et là, nous avons été très frappés. Alors, ils sont tous en situation d'emploi extrêmement précaire ou sans emploi depuis très longtemps. Certains d'entre eux n'ont jamais même mis les pieds dans une entreprise. Eh bien, ces jeunes garçons nous ont marqués par le fait qu'ils mettent très fortement en suspens tout désir personnel, tout désir d'autonomie personnelle, et ils souffrent. Ça génère chez eux une sorte de personnalité sociale tramée par le fait de ne pas pouvoir, parce qu'on n'a pas d'emploi, le fait de fonder une famille, d'être, pour reprendre leurs mots, que plusieurs ont dit à plusieurs reprises, qu'ils sont empêchés de devenir ce qu'ils appellent un homme normal. Et ces jeunes nous ont marqués, et ça a été souvent très dur de les enquêter, de les faire parler. Souvent, on a dû les travailler au corps pour qu'ils acceptent de se lâcher un petit peu. Et on s'est rendu compte que ces jeunes sont dans le ne rien faire, ils n'ont rien à faire comme ils le disent, sont dans le ne rien faire, et du coup ça entrave leur capacité langagière, ils s'auto interdisent de rentrer dans le langage, et nous avons été confrontés à cela. Et comme nous avons été confrontés à cela, je voudrais juste citer une phrase magnifique que m'a dit un jeune garçon qui était extrêmement attachant, qui vivait chez ses parents et très angoissé de ne pas devenir un homme normal, de vivre chez ses parents, et qui m'a dit à un moment de l'entretien, eh bien, quand j'en ai marre d'être dans ma chambre seule devant mon ordinateur, je vais marcher dans les rues de Perpignan pendant des heures, et là, comme je rencontre des gens, même si je leur parle pas, je les vois et ça me désangoisse. Je trouve que c'est quelque chose de très fort sur ce que vivent ces jeunes issus des communautés maghrébines qui non seulement évidemment sont dans cette situation parce qu'ils sont très peu qualifiés, mais aussi, et les entretiens l'ont fait ressortir, même s'ils ne le disent jamais directement, qu'ils sont confrontés à des discriminations sur le marché du travail et de l'emploi. Donc, il me semble, en 3 mots, enfin en quelques mots quand même, pour notre recherche, à Laurence et à moi-même, elle permet, pour monter en généralité quelque peu sur les classes populaires, elle permet de montrer 3 éléments, 3 choses qui me semblent importantes. C'est qu'aujourd'hui, tout particulièrement dans les classes populaires, mais aussi dans certaines franges des classes moyennes où les jeunes ont du mal à s'insérer professionnellement, eh bien le temps du passage de la vie de l'enfance à la vie adulte s'est considérablement allongé, de manière différente selon leur situation, comme nous l'avons vu. Ça, c'est un premier élément très important qui corrobore d'autres recherches qui sont faites sur l'entrée des jeunes dans la vie adulte. Le deuxième élément très important, et qui nous intéresse tout particulièrement parce que notre recherche, en s'intéressant à ces jeunes qui ont du mal à faire leur vie d'adulte, eh bien, il y a des reconfigurations assez importantes des rapports sociaux de sexe au sein des classes populaires. En tous les cas, en l'état, dans cette période de leur vie, les femmes réussissent à s'en sortir mieux subjectivement, et de plus objectivement, par le fait qu'elles soient plus diplômées, elles ont des chances plus importantes, même si ça sera de manière précaire et à temps partiel, d'avoir des emplois plus souvent que leurs compagnons. Ça me paraît un résultat très important, et d'autant plus que leurs compagnons ne semblent pas particulièrement troublés par ça, alors qu'ils se trouvent en dehors des normes des classes traditionnelles dans les classes populaires. Et enfin, le dernier résultat qui me paraît très important, c'est que cette notion de déclassement, qui prend de plus en plus d'importance, bien sûr dans les textes scientifiques, mais aussi dans les discours sociaux, eh bien,
elle se produit aussi au sein des classes populaires qui ont bénéficié pour les parents des 30 Glorieuses et du rapport de force sociale favorable au travail et qui voient leurs enfants courir le risque d'être déclassés malgré tous leurs efforts aux parents. Et là, on se dit que jusque-là, notamment en sociologie, depuis les années 60, il y a beaucoup de travaux et de réflexions sur les parcours promotionnels quand on quitte une classe sociale basse pour s'inscrire dans une classe sociale plus élevée. Et bien, pour l'instant, il y a encore très peu de travaux sur les situations de déclassement. Et tout dernier point qui nous paraît très important et qui va jouer un rôle très important dans notre recherche sur le moulin à vent, c'est que, à la différence de la période faste, où le rapport relativement faste, parce que nous sommes toujours dans une société capitaliste, c'est pour ça que je dirais relativement faste, pour les classes populaires, eh bien, aujourd'hui, alors pour employer un mot barbare utilisé par certains chercheurs, il y a un phénomène de repatrimonialisation de la société française et on doit en prendre acte quand on s'intéresse aux inégalités sociales, le fait que le patrimoine dont sont détenteurs les parents devient important dans le moment de l'entrée dans la vie adulte, eh bien on doit beaucoup s'interroger parce que toutes les enquêtes statistiques montrent que les différences de patrimoine, les inégalités de patrimoine sont bien plus clivantes que les inégalités de revenus du travail. Alors sans que j'aie, pour terminer, parce que ça me paraît un élément tellement important, sans que j'aie les données fortes, je me réfère à Beer et Pfefferkorn qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. En gros, en France, disons, leurs travaux remontent aux années 2006-2007. En France, les inégalités de patrimoine étaient dans un rapport de 1 à 85, alors que les inégalités de revenus salariaux étaient peut-être de 1 à 6, 7. Donc ça en dit beaucoup. Et c'est toute une réflexion que dans le mouvement social, on doit avoir par rapport à cette question. Voilà ce que je voulais. Sans saisir que le Parti communiste est en train, pour son prochain congrès, de travailler sur la question des classes populaires et des classes moyennes, spécialement des classes populaires. Et là, en écoutant ça, je me dis, attends, il faut absolument que ces travaux-là arrivent jusqu'à... Il y a un chantier, il y a toute une organisation assez complexe, mais que ces travaux-là soient, j'imagine qu'une partie ont été... publié, c'est bien ça? Sous forme d'articles. Oui, oui, bien pas sûr. De livres. Non, mais ils savent, les communistes, ils savent lire aussi des articles scientifiques. Je n'en ai jamais douté. Ça, c'est le premier point. J'avoue que, je le dis à titre perso, ça m'a un peu estomaqué la structure que tu as donnée à tout ça, les éléments à la fois factuels, enfin bon, tout ça m'a beaucoup plu. Ça, c'est le premier point. Après, c'est peut-être une question. Cet ensemble des classes populaires, dans les définitions assez compliquées que tu nous as données, bon, ça représente quoi par rapport à l'ensemble du salariat potentiel français? Je dis potentiel puisque s'il y en a... Est-ce qu'on a une... Oui, j'avais des données dans le XXIe siècle, donc les 2 décennies là, on peut dire que si l'on prend, alors j'ai des données précises même de 2012, des données de l'INSEE, si l'on prend la population active, donc je rappelle, comme je le fais aux étudiants, que la population active c'est les personnes en emploi et celles qui se sont déclarées demandeurs d'emploi, eh bien la population active, je retrouve le chiffre précis, c'est 28 en 2012, 28,6 millions de personnes. Et les classes populaires, alors les ouvriers et les employés, ça fait quasiment un peu plus de 50% de la population active. Donc numériquement, c'est extrêmement conséquent. Voilà. Ah non, c'est pas Paul, c'est le papa et c'est lui que je connaissais mieux que le fiston, parce que le fiston est beaucoup trop jeune. Et j'ai exprimé,
pas publiquement, j'ai exprimé une espèce de réserve, je vais dire, une réserve sur l'affiche qui a été, ou l'invitation qui a été faite sur cette conférence et qui s'appelle « Sécuriser les travailleurs ». Et je disais que dans une lecture abrupte de ça, sécuriser les travailleurs, ceux qui ne l'étaient pas, en tant que, je dis, travailleur, ça peut être un concept, on est travailleur potentiellement ou réellement, mais ceux qui ne le sont pas, alors j'imagine ces couches populaires, ceux qui ne le sont pas me paraissent, selon moi, sont occultés d'un tel mot d'ordre, d'un tel slogan, voilà. Ça pose, je suppose que, moi je ne connais pas Frédéric Bocara, mais je suppose qu'il fait des liens avec les travaux de Bernard Friot. Je pense qu'il y a des connexions là. Et Bernard Friot, c'est vrai que lui, il est très hostile à la notion d'emploi qu'il trouve très galvaudée. Et lui, il parle toujours de travail. Et pour lui, tout le monde est tout le monde est un travailleur potentiel et qu'il soit en emploi ou pas, le rapport de force que l'on doit instaurer entre le capital et le travail fait que le niveau de qualification par ces études que l'on a doit nous donner, via un salaire socialisé, une stabilité de vie. Mais comme je sais que tout ça, la pensée de Bernard Friot est très complexe, je ne pense pas que je la maîtrise non plus totalement, mais je pense que Frédéric Bocara, il est un peu dans ces problématiques-là. Oui, il y a un débat là. Oui, moi je voulais venir sur le lien de ces jeunes avec la politique. Parce que ça se pose évidemment, pour moi qui suis militant, comment sortir de cette situation dramatique. Est-ce que votre regard de sociologue vous permet de dire qu'il y a une évolution depuis les jeunes, disons, d'il y a 30 ou 40 ans, du point de vue de ce lien avec la politique? On va fêter bientôt, enfin on va fêter cette année les 50 ans de mai 68. Et moi qui ai connu cette période, effectivement, je me rappelle, alors peut-être que c'est une vision un peu limitée, mais je me rappelle que les questions politiques, elles étaient très, très, très vivantes entre nous. Est-ce que vous constatez donc une dégradation de ce lien à la politique? Et deuxième question, à quoi peut-on l'attribuer? Est-ce que c'est lié à la dégradation de la situation économique de ces jeunes qui fait qu'ils ont cette distance, ce découragement à l'égard de la politique? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte? Peut-être totalement satisfait. Donc évidemment, nous, l'enquête qu'on a faite, au départ, la problématique d'ensemble de l'ANR, de la recherche commanditée, n'était pas d'emblée sur les jeunes et la politique. Mais on s'est très bien aperçu, on a très bien compris, appréhendé, dans les manières d'appréhender le monde, dans les manières d'appréhender leur vie quotidienne. Ils sont très à distance de la politique, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'ils sont dans une attitude, ces jeunes des classes populaires. Bon, moi qui suis enseignante à la fac, je m'aperçois aussi, comparé aux années où j'étais étudiante, moi, dans les années 70, le rapport à la politique des étudiants a considéré, et tout particulièrement en sociologie, ce qui est quand même quelque chose à pointer, est quand même très à distance. Mais là, on a enquêté des jeunes des classes populaires, et c'est vrai qu'ils n'attendent ils sont très à distance. Quand dans les entretiens, on a essayé, entre guillemets, de les brancher là-dessus, de les faire parler, eh bien, ils se mettaient un peu toujours en retrait, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et ça a été surtout particulièrement marqué chez les jeunes hommes enquêtés issus des communautés maghrébines qui ne voulaient absolument pas parler de politique. Et ça, ils nous le faisaient voir de manière extrêmement forte. Alors, moi, je pense que oui, il y a eu, même si je n'ai pas fait d'enquête là-dessus directement,
le rapport à la politique des jeunes a beaucoup changé. Disons qu'ils ont beaucoup moins qu'avant un intérêt pour la politique, et notamment de ce qu'on peut en attendre. Mais je crois, en reprenant les travaux d'un sociologue qui me vient à l'esprit là, Nicolas Renaï, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les gars du coin, qui a fait une recherche très longue sur des jeunes des zones rurales, mais où il y a des industries, donc des jeunes issus de la classe ouvrière, mais dans des zones rurales. Et lui, il montre très bien que ce qui fait problème, c'est bien sûr la crise qui joue. Les gens sont tellement préoccupés à gérer leur quotidien que s'intéresser aux activités sociales, politiques, ils le font très peu. Mais il y a eu un changement fondamental, c'est-à-dire que la génération assez jeune de leurs parents ou de leurs grands-parents, qui étaient donc des familles ouvrières, ils étaient socialisés, formés à leur position dans la société, par la grille de lecture collective que leur proposait le syndicat ou le Parti communiste, qui avait un rôle extrêmement important. Alors, je pense que le Parti communiste en est conscient. C'est très difficile aujourd'hui de proposer cette grille de lecture partagée, et du coup, les jeunes n'arrivent pas à avoir des arguments à peu près fiables, solides, pour comprendre quelle est leur position dans la structure sociale, quelle est leur place sociale. Et l'école ne le fait probablement insuffisamment pas. Moi, dans mes cours de sociologie, je le fais peut-être même de manière trop marquée, mais c'est très difficile de mobiliser les jeunes sur ces questions. C'est vraiment... Moi, je suis à la fac de Perpignan depuis 20 ans, et j'ai vu les choses même évoluer, je dirais là négativement de mon point de vue, depuis une dizaine d'années, et tout particulièrement depuis 4-5 ans. Où la politique, ça les hérisse, les politiques, c'est tous des vendus, enfin, vous voyez, le genre de trucs comme ça. Voilà, c'est pour ça que je me dis, tout l'enjeu, et en tant que chercheur, qui essaye d'être engagé, tout l'enjeu, et le travail qu'on fait Laurence et moi, c'est d'apporter des éléments pour qu'on puisse, et franchement, je n'ai pas les réponses, mais pour qu'on puisse construire un discours, je ne vais pas dire une communication, c'est tellement galvaudé, pour construire un discours dont la forme et le contenu puissent attirer les jeunes. Voilà, et puissent leur faire comprendre qu'au-delà de leurs problématiques individuelles qui sont particulièrement prégnantes et difficiles, ces problématiques individuelles, elles ne sont pas que de leur fait, elles sont le résultat de leur place dans la structure sociale, et ça, ils ont beaucoup de mal à l'appréhender, à le concevoir, mais de manière très forte. Parce que j'ai appris des choses, au moins, à lire un peu plus clairement ce qu'on peut vivre tous les jours, et à essayer d'avoir des éléments, pas de réponse, mais des éléments de présentation sur la réalité de ces jeunes-là. Voilà. Donc ça aide, évidemment, ça aide tout simplement de chacun, certainement qui est présent, les militants peut-être encore plus, et en même temps, ça me rend un peu jaloux du statut de sociologue, d'une universitaire qui a pu rencontrer et qui a eu les moyens, et la possibilité, et puis vous vous êtes débrouillé pour rencontrer. C'était pas facile. C'était pas facile, j'en suis certain. Et vous avez opéré alors ça s'appelle... Des entretiens semi-directifs. Comment? Des entretiens semi-directifs. Semi-directifs. Et il y avait le mot biographie à l'intérieur. Oui, à dimension biographique. À dimension biographique, et on le sait bien dans l'exposé que cette dimension-là est importante aussi. Voilà. Donc ça, moi j'apprécie beaucoup. Et on n'a pas l'occasion comme ça dans notre vie, comme ça, de rencontrer aussi bien, je dirais, aussi longtemps et aussi massivement les jeunes lorsqu'on les rencontre. Et ça, c'est un vrai problème que nous avons. Effectivement, la distance qui s'est créée
entre la jeunesse, ou les jeunes, ces jeunes, des jeunes, avec quelque chose de plus établi, un discours, une rencontre, etc. Cette distance-là, maintenant, est devenue un vrai handicap. Voilà. Là, je voulais dire une deuxième chose que je vais oublier, donc je le dirai tout à l'heure. Voilà. Oui, par rapport je voulais poser une question, mais je ne pas, je la poserai. Par rapport à ta remarque. Oui, parce que ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir. Et alors, effectivement, au bout du compte, sans que je m'en désespère, c'est assez pessimiste comme présentation. Oui. Je trouve. Et on sent bien que la question de la construction du projet, du rêve, qu'il soit individuel ou solidaire, c'est ça qui est en panne chez les jeunes, qui est en panne, qui est pollué, qui s'est arrêté à un moment donné, ou qui est bien blessé. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui, je suis assez d'accord. Commun, solidaire, de transformation sociale plus égalitaire, c'est vrai que mon propos rend compte d'une situation plutôt pessimiste, mais en même temps, quand on s'intéresse à ces jeunes, si on les aborde pas avec les catégories, les individus, les classes sociales, qui font partie des catégories, mais que quand on veut les appréhender comme ça, qu'on prend le temps de les appréhender comme des gens vivant la vie quotidienne, eh bien, on s'aperçoit aussi que ces jeunes, par-delà tous les discours très stigmatisants à leur encontre, eh bien, ils sont... Alors ce mot aussi est tellement galvaudé, c'est pour ça que je mobilise Frédéric Lordon pour être moins dans le registre galvaudé, qu'ils ont une sacrée volonté de faire face, de ne pas se laisser sombrer, c'est aussi quelque chose, et je me dis que peut-être, comme ils ont ces profils-là, ces manières d'être-là, peut-être qu'il ne faudrait pas tant que ça pour les faire rentrer dans une démarche plus collective. Vous abordez la question de la responsabilité de leur situation. Est-ce qu'ils sont en capacité de l'analyser? Oui, c'est ce que je disais un peu, je l'ai peut-être mal formulé. Ces jeunes, en fait, ce qui est terrible, du coup, ils donnent du grain à moudre à ceux qui les traitent de manière ultra négative. Et ces jeunes, ils font... J'ai du mal à le dire. Ces jeunes, ils se sentent finalement responsables de leur situation, de leur galère, parce qu'ils sont incompétents. Alors, plus du tout, à part les sociologues, on parle de qualification. Ce mot a été rayé de la carte, très probablement parce que c'est un des mots justement très fort quand le rapport de force sociale était en faveur du travail. Aujourd'hui, tout le monde parle de compétences et ces jeunes se sentent très incompétents, ils ont été en échec à l'école. Bon, certes, ils n'ont pas dû toujours être des élèves très sérieux, très travailleurs, mais moi, en tant que sociologue, je me pose toujours la question, c'était pas inscrit dans leur gène, pourquoi n'ont-ils pas pu se constituer en élèves acquérant suffisamment les bons savoirs, etc. C'est toutes ces questions-là à se poser. Et par rapport à ta question, Nika, oui, ce qui frappe énormément et ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que ces jeunes en difficulté se vivent quelque part, non pas comme des jeunes confrontés à une certaine pauvreté, mais quelque part, ils se vivent comme des pauvres jeunes. Et on voit bien la différence entre jeunes pauvres et pauvres jeunes. C'est quelque chose qui nous a énormément marqué. Et d'ailleurs, plus les jeunes garçons que les jeunes femmes. Plus les jeunes garçons que les jeunes femmes. Et là, en tant que femme, je me permets de faire remarquer que c'est tout de même très intéressant de voir que ces jeunes femmes de milieu populaire confrontées à la galère, elles ont la niaque quelque part, voilà, plus que les garçons. Sur ce point-là, dans chacun des groupes que vous décrivez, vous faites la distinction entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et on entend combien les jeunes femmes réussissent mieux que les garçons à mobiliser leurs ressources.
comme si on allait vers un modèle où la femme devient la personne ressource dans le couple. Ça m'a beaucoup intéressée. Je ne sais pas si on peut aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Comme si ces jeunes hommes prenaient appui. Et j'ai entendu aussi combien le couple était, comment dire, la seule perspective de réussite possible, sans... enfin, moi ça m'inquiète toujours un peu, sans prendre en compte la question économique. La réussite de couple, elle prend appui aussi sur un statut social, comme si on arrivait en marge de la société à construire quelque chose à deux et non pas tout seul. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un petit peu plus, parce que ça m'a beaucoup intéressé sur ce plan-là. Je sais qui sont remis dans le pot de la recherche et que justement avec Laurence on aimerait bien faire une recherche justement sur ces jeunes couples qu'on a vus, ces jeunes couples issus des classes populaires que l'on a vu émerger dans notre enquête, dont des couples hétérosexuels, dont la jeune femme est plus diplômée que le compagnon. Et on aimerait creuser ça, parce que notre enquête ne portait pas directement sur ça, nous ça portait sur les situations de précarité, et en étudiant les situations de précarité, on a fait émerger ça. Donc on a ce rêve de recherche, de développer une recherche là-dessus, mais c'est quand même ce que l'on peut dire pour l'instant, en se focalisant sur les classes populaires, c'est que ça bouleverse quand même pas mal les rapports de sexe, entre sexes, les rapports sociaux de sexe traditionnels dans les classes populaires, puisque si on ne part que des années 50, je ne vais pas parler avant, au XIXe siècle, si on part de l'après-seconde guerre mondiale, alors il y a un ouvrage fondateur qui nous a appris beaucoup là-dessus, c'est le livre du chercheur anglais Richard Hogarth qui s'appelle « La culture du pauvre » et qui montre bien comment dans les villes industrielles de l'Angleterre, eh bien, les rapports sociaux de sexe sont très cadrés, les hommes vont à l'usine pour ramener l'argent et les femmes sont maîtresses du foyer, elles gèrent la vie du foyer, elles gèrent les ressources que le mari amène, donc il y a une répartition très genrée des tâches. Puis dans les années 80, il y a eu les 30 Glorieuses et on rentre dans la crise, mais surtout il y a eu les 30 Glorieuses, et là on peut se référer aux travaux d'Olivier Schwartz sur la monde privée des ouvriers, hommes et femmes du Nord, et là où il montre très bien que dans les deux types de couples populaires se dessinent, les couples précarisés qui commencent à rentrer dans le chômage, etc. Enfin, l'homme rentre au chômage, et des couples qui se stabilisent, une certaine stabilité économique, et là on voit apparaître, et ça commence à modifier les rapports sociaux de sexe, parce que les hommes sont ouvriers et les femmes qui travaillent sont plutôt sur des emplois d'employés, et toutes les études qui ont été montrées, c'est pour ça que travailler sur les classes populaires c'est difficile, parce qu'en tant que au niveau de leurs ressources économiques, les employés appartiennent aux classes populaires, mais quand on leur demande si les employés se sentent appartenir aux classes populaires, et notamment les femmes, et une très forte majorité, elles disent que non, on n'appartient pas aux classes populaires. Alors donc déjà, quand les couples deviennent biactifs au sein des classes populaires, eh bien, on voit apparaître une différence assez marquée entre les hommes qui sont ouvriers et leurs femmes ou leurs compagnes qui sont employés. Et d'ailleurs, ce sont dans ces couples-là, et Olivier Schwartz le montre très bien, les femmes qui portent le projet, qui devient le projet presque obsessionnel du ménage, d'accéder à la propriété d'une maison individuelle. Donc les femmes prennent de l'importance, un ascendant dans la gestion et la direction du couple. Et nous, modestement, Laurence et moi, avec
nos travaux sur ces jeunes couples dont on ne sait pas du tout si ces couples vont être durables. On connaît les taux de séparation et de divorcialité aujourd'hui dans la société française, mais en tous les cas, au moment où nous les enquêtons, et ben, dans ces jeunes couples, oui, ce sont en tous les cas pour une partie d'entre eux, les jeunes femmes qui, par les études qu'elles font, leur ambition professionnelle, qu'elles continuent d'avoir malgré les difficultés, eh bien, qui risquent, si leur situation la situation du jeune homme se prolonge, qui risque d'être, moi je trouve ça très intéressant, ça va modifier les modèles de conjugalité populaire, c'est-à-dire que les jeunes femmes risquent de devenir pourvoyeurs en principal des revenus du ménage, et forcément, dans une société où la relation économique, le rapport à l'argent est fondamental pour survivre, et bien que les femmes deviennent pourvoyeurs, forcément, ça va modifier les rapports entre hommes et femmes. Alors je précise quand même, pour être honnête, avec Laurence, notamment moi plus particulièrement, puisque j'ai des collègues sociologues, des jeunes collègues, qui sont très dans la théorie du genre. Bien sûr, comme elle, je me revendique d'être féministe et des travaux qui montrent les conquêtes des femmes, mais elles sont très dans la sociologie du genre, parfois dans ces dimensions que je me permets de trouver peut-être tort un peu extrême, et qui m'ont dit « Oh ouais, mais ce que tu vois, ça ne changera rien, le pouvoir masculin est toujours là, ça ne changera pas grand-chose. » Donc, vous voyez, moi, je pense nécessairement que dans les rapports de sexe, la situation économique et les potentialités économiques de notre survie au quotidien jouent. Quand la femme devient pourvoyeuse en principal, forcément, ça entraîne des modifications qu'il serait très intéressant de creuser, de mettre en perspective. Et puis aussi les discours des jeunes hommes, qui ne sont que des discours, mais comme on est quand même assez sûr que nous avons, que nous avons pu, par notre manière de faire, que nous avons pu accéder à des discours, et on peut recouper avec des éléments, à des discours assez sincères sur la manière dont les personnes perçoivent les choses. Ces jeunes hommes n'avaient aucun intérêt de nous dire ça, mais on a senti chez eux une sorte alors je le mets avec guillemets parce que c'est pas probablement ça, une sorte d'admiration pour leurs compagnes qui persistent avec les études alors qu'elles doivent travailler en parallèle, etc. Et qu'ils ne perçoivent pas comme un problème le fait d'avoir une compagne qui peut gagner un peu plus qu'eux, puisque de toute façon leur couple sera fondé sur la mise en commun à égalité, simultanément ou en parallèle, des différentes ressources du couple, que ce soit des revenus solidaires ou des revenus du travail. Ce que je trouve plus problématique là, moi, c'est qu'on ait des jeunes aujourd'hui qui arrivent à considérer que les revenus de solidarité, eh bien, c'est des revenus qui acquièrent finalement un certain statut. Et voilà, donc je me dis que notre structure ou le rapport social favorable au capital, eh ben, il a sacrément de force pour amener des gens à penser que les revenus de solidarité, eh bien, finalement, c'est pas si mal quand on n'a pas autre chose. Voilà. Moi, c'est ça aussi qui me préoccupe beaucoup en tant que sociologue et en tant que personne un peu politiquement engagée, même si je ne suis pas une militante très affûtée. Parce que c'est Xavier Charéron, je travaille à EDF et bon, je défends les salariés à la CGT. C'est mon passe-temps. C'est mon travail. Oui. Et ce travail que tu as fait, ben, c'est très intéressant parce que dans le monde du travail, on vit avec, on passe beaucoup de temps dans le monde du travail et on s'aperçoit de toutes ces classes sociales qu'il y a. Et on va en tenir compte. J'ai pris beaucoup tu m'apportes beaucoup d'informations que je prends en compte. Il faut savoir qu'à EDF, il y a des solutions qui existent. Parce qu'on va proposer des solutions. Moi j'ai une solution à EDF sur le bassin méditerranéen, dans la branche commerce, c'est 1700 salariés.
Et il y a 2 ans, ils l'ont fait 2 fois, ils l'ont fait. Ils ont fait une classe où ils ont fait. Il y avait un groupe un groupe de salariés qui venaient des classes populaires. Donc c'était sur Marseille, et ils les ont amenés à un niveau. Et après, pour certains, pas tous, mais pour certains, bien sûr qu'il y a une sélection, on adore faire des sélections, il y a eu des embauches. Et ça marchait, quoi. C'était l'entreprise, elle a un rôle à jouer, elle peut jouer un rôle. Alors bien sûr, il y a des subventions, mais elle a un rôle à jouer, on fait de l'apprentissage, et ça fonctionne l'apprentissage. Avant on avait des écoles de métiers, maintenant on marche avec des subventions, et on peut sortir, on peut prendre des gens d'une classe sociale populaire, et essayer de les amener, vers autre chose dans le monde du travail. Ça existe, et voilà. Et j'avais plein d'autres choses, mais il faut être rapide, et voilà, encore merci. Mais je crois que le travail, au-delà de ça, et le psychosociologue du travail, Yves Clot, l'a très bien montré, le travail est devenu, c'est pas biologiquement que c'est comme ça, mais au fil des générations, le travail est devenu une activité très importante pour les êtres humains, parce que c'est un lieu où ils peuvent aussi nouer des relations, s'exprimer. Et je pense, comme le dit Yves Clot, et beaucoup des jeunes qu'on a rencontrés à l'occasion de cette enquête se trouvent en situation de désœuvrement. Alors j'emploie pas le mot ici au sens moraliste du terme, et on entend souvent « Ah, ces pauvres désœuvrés qui fichent rien, etc. » Mais je l'entends au sens d'Yves Clot, et je trouve ça assez terrible qu'une société comme la nôtre mette une partie de sa population, notamment jeune, dans le désœuvrement, c'est-à-dire les laisse à l'écart de l'acte de produire, de l'acte de créer, et du coup, pour certains d'entre eux, de l'acte de parler. Et je m'arrêterai là parce que je parle beaucoup. Deux questions qui n'ont aucun lien entre elles, mais je les pose toutes les deux pour ne pas reprendre la parole après. La première, est-ce que vous rencontrez dans votre enquête de l'inquiétude devant des périls qui sont banalement évoqués aujourd'hui dans la société globale pour tout ce qui menace l'humanité, principalement la question climatique et le risque de guerre? C'était ma première question, alors ne me répondez pas tout de suite. La deuxième est toute bête, c'est Olivier, il s'appelle Schwartz. Oui. Alors, je vais en profiter. C'est le fils de Schwartz, des nouvelles voilà, c'est ça, de la mission Nouvelle Qualification. Voilà. Mais Olivier Schwartz est à la retraite depuis cette année. Alors, je vais en profiter pour faire une suggestion qui ne vous est pas adressée à vous, mais à mes collègues du bureau de l'UPTC. Ce serait conforme à la vocation de notre institution que les noms propres soient écrits. Parce qu'on ne peut pas avoir un tableau en papier, oui. Et puis l'obligation faite amicalement aux intervenants de ne jamais dire un nom propre sans le mettre sous les yeux de l'auditoire. Oui, c'est vrai. En tant que prof, je me fais toujours des exigences. Guillaume, tu as fait une faute à Schwartz, et c'est vrai que ça s'écrit difficilement. Par rapport à la première question. Oui. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Mieux diplômés, plus diplômés que leurs compagnons, mais vous n'en avez pas du tout rencontré qui étaient moins diplômés que leurs compagnons. Aucune. Et aucune. Non, aucune. Aucune. Alors, est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas tellement un hasard, parce que je réponds d'abord à votre question, quand on regarde les données de l'éducation nationale, les filles, souvent, des milieux populaires poursuivent plus des études que les garçons qui sont plus vite orientés par leurs parents vers les CAP ou les BEP qui, dans la tête des parents,
et ils n'ont certainement pas tort non plus, dans la tête des parents, vont déboucher plus rapidement sur un véritable métier, les garçons qui deviendront chefs de famille, parce que dans la tête des parents, les garçons sont chefs de famille, plus vite, voilà la réponse. C'est-à-dire des questions, la place prise quand on s'intéresse à la société aujourd'hui par les questions environnementales. Et bien là aussi, quand on a essayé, parce qu'on essayait à la fin des entretiens de les brancher sur la politique et sur les questions environnementales, et bien là aussi on a eu des réponses très évasives. Ce sont des questions qui leur paraissent trop grandes, trop générales, trop structurelles par rapport à leurs préoccupations qui finalement sont des préoccupations à leur corps défendant, qui sont presque des préoccupations, ça me vient à l'esprit là, prises par le petit bout de la lorgnette. Ils sont là, rivés sur leur quotidien, et c'est vrai que là aussi, ils sont peu sensibles à ces questions. Et Schwartz, alors ça s'écrit, je sais pas comment, S-C-H-W-A-R-T-Z. On parlait un petit peu de la difficulté pour les jeunes de s'engager politiquement. Moi, je suis en formation de travailleur social et je le mets un peu en parallèle avec le changement de perspective dans la formation des travailleurs sociaux aujourd'hui sur justement le fait qu'on ne peut plus être militant quand on est futur travailleur social. Il y a une grosse injonction à ça. Est-ce que vous avez rencontré des travailleurs sociaux pour un peu élargir le corpus et pas justement que des jeunes, puisque vous parliez de la MLJ, oui, la mission locale jeune, est-ce que vous avez eu des entretiens justement avec... Là, ce dont on a parlé, là, dans l'association d'aide au logement des jeunes à Villeurbanne, d'ailleurs avant de rencontrer les jeunes, parce que ça nous a aidés, même si ce n'était pas toujours évident à rencontrer les jeunes ensuite, oui, on a rencontré des travailleurs sociaux avec différents profils de poste, les travailleurs avec des profils de poste, on va dire classiques, éducateurs, assistantes sociales, ou des profils plus nouveaux liés aux politiques successives d'emploi des jeunes. Et bien sûr, on a été frappé par le fait que souvent, ils se sentent très démunis par rapport aux moyens matériels, mais aussi aux moyens, je ne sais pas quel mot employer, culturels, idéologiques, dans le bon sens du terme, pour construire leur action aujourd'hui. Ils sont souvent en situation difficile, et certains même, les plus engagés, qu'on a perçus les plus engagés socialement ou politiquement, nous ont dit qu'ils avaient l'impression que ce qu'on leur demandait de faire, eh bien, c'était de faire admettre aux jeunes des classes populaires qu'il fallait qu'ils soient réalistes, et donc être réaliste dans ce cas-là, c'était d'accepter leurs conditions, des petits boulots, etc. Donc, ils se sentent souvent contraints, oui, de socialiser les jeunes à cette logique du réalisme, d'un réalisme qui fait que quand on appartient aux classes populaires non relativement sécurisées, eh bien, on a intérêt à n'avoir que de petites aspirations. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le perçois. Voilà. Moi, je suis surpris, comme ça, c'est surpris de ces conditions de vie. Et encore, vous avez fait une enquête qui n'est pas un ghetto. Le Moulin à Vent n'est pas un ghetto. Socialement, moi j'ai évolué dans des ghettos, la situation est encore pire. Et je m'étais aperçu, cette histoire de filles, que les filles, alors je ne suis pas qualifié pour savoir les degrés, le QI, moi, mais je m'apercevais que les filles étaient plus compétentes au niveau de la discussion, plus intéressante, plus ouverte que les garçons. Mais pour rencontrer les filles, il faut être fort, hein, parce qu'elles ne sont pas en bas des HLM, hein. Elles n'y sont pas, c'est les garçons qui y sont. Hein. Et l'autre petit mot, et je m'arrête, sur le rapport politique, enfin, de ces jeunes le rapport aux politiques, ça y est. Les politiques, elles ont trahi, c'est-à-dire qu'ils s'en sont servis. Moi, où c'est que je suis, les de droite et de gauche, ils s'en sont servis, électoralement.
On leur a dit on va vous donner un petit truc, et puis ils n'ont rien donné du tout. Ils ont été trahis par les uns et par les autres. Et puis les progressistes, disons, pour pas choquer, ont déserté ces lieux. On déserté les lieux où on rencontrait ces populations. Les communistes ne sont plus dans les cités. Avant, ils étaient dans les cités. D'accord? Et troisième point, je trouve que c'est dans ces couches populaires, il y a une concurrence entre couches populaires. C'est-à-dire que c'est des idées qui n'avanceront pas vite parce que dans la même couche, la couche populaire, ces gens-là font peur. Enfin, ces gens-là. Est-ce que je peux utiliser le terme de sous-prolétariat? Oui, je peux. Lumpen. Bon, alors ce sous-prolétariat fait peur à la couche populaire elle-même. C'est-à-dire qu'elle a une concurrence de main-d'œuvre à bon marché, ou. Voilà. Donc, c'est pour ça que le problème tarde à venir à jour. C'est parce que dans les couches populaires, c'est pas les politiques, moi, qui m'inquiètent, c'est que dans les couches populaires, on ne prend pas en compte cette réalité. Écoutez, je crois qu'on va peut-être terminer la discussion autour des agapes qui sont installées. Je voudrais juste, puisque nous sommes à l'Université populaire du travailleur catalan, rappeler que c'est un très beau journal et qu'il est très important qu'il vive, et que si parmi vous il y en a qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de s'y mettre. Merci encore Eliane pour tout ce travail et fort intéressant.